rencontré le 24 avril 1957, un maître et ami, Jean-Michel Bilcher, rencontré cette même année 57, quelques mois après le camion à Glomel, au stage d'Arfaz, où je m'étais rendu avec mon grand ami brestois Éric Léon, Lapi, inoubliable sonneur de cornemuse, disparu en 1958 dans un accident qui pour lui, hélas, fut fatal. Ça, c'est le second. Et enfin, une jeune personne ici présente, Françoise Prigent, accompagnée de 2 représentants de notre commune descendante qui se cachent par terre. Je ne m'attarderai pas sur le camion, car je n'ai fait que l'entrevoir à la Baule, près de la maison des grands-parents maternels. J'étais si différent, et pour te dire amoché, après avoir croisé sa route, que les médecins ont conseillé à mes parents de renoncer pour moi à leur projet d'avenir. C'est ainsi que, faute de pouvoir prétendre à exercer un métier sérieux dans le domaine du droit, de l'enseignement, je suis devenu chercheur en ethnologie. L'ethnologie n'existait pas comme discipline enseignée. Il n'y avait pas de licence d'ethnologie, mais je me suis dit, bon, puisque je ne peux plus rien faire, faisons ce que la Providence me laisse libre de choisir. Après Piaget et Elias, Jacques Le Goff, Monet Ouzouf, je ne vais certainement pas m'aventurer sur le terrain miné de l'autobiographie. La seconde rencontre, tout aussi décisive, mais pour d'autres raisons, fut celle de Jean-Michel et Hélène Bilcher. En lui, j'ai tout de suite trouvé un maître à penser et bientôt un ami, malgré l'évidente inégalité de nos expériences. Il fut l'exemple même dont j'avais besoin à ce moment où, n'ayant plus rien à perdre, je venais de décider de jouer ma propre partition. Sur le plan de la méthode et de la rigueur scientifique, appliquée à un domaine, la culture traditionnelle de la Bretagne, dont il importait de mesurer la valeur réelle, loin des folkloriques et des partis pris idéologiques, il m'a tout appris, à moi comme à beaucoup d'autres, y compris ses propres enfants. Ces problèmes étaient plombés depuis près d'un siècle par l'interminable querelle du Barzazboïd, qui ne pouvait prendre fin tant que l'on en restait à l'écrit, au texte fixé et publié en 1867 par le jeune vicomte de la Ville-Marquet, texte qui, effectivement, n'est pas défendable sur le terrain de la critique des sources. On connaît la suite, la découverte des carnets d'enquête à Kerensker, et je remercie beaucoup des membres de la famille de la Ville-Marquet qui sont ici, qui m'ont fait le plaisir de venir ici. Ils ont bien voulu me confier des carnets pour études, et leur analyse donc montrait qu'il s'agissait bien d'une véritable collecte. Ce qu'on ne pouvait pas deviner, loin de là, à la lecture de l'ouvrage publié. Par contre, si on avait les carnets, donc je les avais, on voyait effectivement que la Ville-Marquet avait fait un véritable travail de collecte. Contre tout ce qu'on disait, contre l'université qui disait c'est pas vrai, tout ça c'est faux, c'est du baratin, ils ne savaient même pas le breton. Donc, il s'agissait bien d'une véritable collecte. Et la publication du premier carnet en 1985 par les éditions armènes, je remercie de leur actuel nom, a été un élément décisif à cette controverse. C'est pour moi l'occasion de renouveler mes remerciements, posthumes hélas, à 2 grands disparus, le général Pierre de la Ville-Marquet, qui m'a accordé sa confiance, et à Jean-Pierre Abraham, lui aussi pétri de science et de confiance, qui a donné à ses notes manuscrites une lisibilité inespérée dans l'édition du premier carnet. Contre toutes les apparences, je dois aussi dire mon remerciement à Franck Postit, qui, je sais, a suivi de très près, avec Jean-Pierre Abraham, l'édition de cette édition, de ce texte.
Contre toutes les apparences, je continue à croire que je vous surprendrai un jour en achevant moi-même la transcription de ces merveilleux carnets, si on me laisse le temps de le faire, et j'ai entendu des vœux de longue vie, et j'espère que j'aurai une vie assez longue pour pouvoir terminer l'édition, c'est en très très bonne voie, et les commentaires de ces carnets, d'une façon qui sera vraiment nourrie par la chose. Cette dernière rencontre, excusez-moi, m'amène tout naturellement à évoquer la troisième rencontre, dont chacun saisira l'importance, celle de Françoise Prigent, qui est quelque part dans l'assistance. Voilà. Envoyé. On se connaît. Envoyé en 1965 par Robert Mondroux à Closevet, pour y étudier les cultures commercialisées, tandis que j'y étudiais, sous la houlette de Georges-Henri Rivière et d'André Leroy-Gourand, la seule culture véritable, orale et non commercialisable. Nous nous sommes mariés en 1966 à Locronan, très peu de temps après la mort de ma mère, qu'elle aimait beaucoup. Françoise a apporté sans compter son intelligence, sa lucidité, sa grande ténacité et ses critiques au service de cette recherche nouvelle pour elle, qu'elle n'a cessé, excusez-moi, d'enrichir de sa réflexion et de son esprit critique. J'ai eu peur que... Voilà. Bon. Elle souhaite, comme vous tous, excusez-moi parce que je suis un peu nu et puis voilà, un peu fatigué. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Elle souhaite, comme vous tous sans doute, me voir achever les travaux rapidement, ranger mon bureau encore plus rapidement. Je n'aurais jamais dû confier ce texte à Papé. Je viens d'évoquer 3 rencontres. Il est temps d'en venir à la principale, celle qui a nourri, justifié et éclairé tout mon travail. Celle des vrais gens, celle des informateurs, comme nous disions dans notre jargon professionnel, on dit aujourd'hui porteurs de tradition, bretonnant monolingues pour la plupart, à l'époque où je les ai rencontrés et interrogés. Je vais maintenant vous parler d'eux nommément, quelques-uns. Ça ne va pas durer. Voici Catherine Graham de Plouillé, que j'ai interrogée sur la guerre de Scolan à mon retour du Pays de Galles, où le professeur Jarman, grand spécialiste du vieux gallois et en charge du département de gallois à l'université de Cardiff, m'avait demandé dès 1952 d'en chercher d'éventuelles versions. Catherine Graham donc commença à me chanter les dialogues entre la mère de Scolan et l'âme errante de son fils. On en trouve l'exact équivalent dans le livre noir de Carmarthen, manuscrit gallois du XIIe siècle. Même forme de la strophe, en tercet octosyllabe, même échange déchirant entre la mère inflexible et le fils coupable, qui la supplie de lui pardonner ses péchés pour qu'il puisse enfin entrer en pareil. C'est encore à Jean-Michel Gilcher que je dois d'avoir rencontré Catherine.